Quand on exige le respect, on est respectueux. T'entends? Pour toi, ça veut dire que tu la boucles. Et pour moi, tu peux aller te faire foutre. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve encore une fois hors PSG pour une nouvelle salles obscures. Bienvenue dans mes salles obscures, bienvenue dans mes salles de cinéma. Voilà, je vais aujourd'hui donner mon top, mais ça sera pas mon top 10, pas mon top 15, ça sera mon top 20 des films des années de l'année 1985. Pourquoi mon top 20? Pas tout simplement parce que il y a en 85, il s'est fait énormément de bons films et j'ai pas réussi à les séparer, j'ai pas réussi, il fallait que j'en parle. Alors, comme il y a 20 films dans mon top, il y aura pas de section, j'aurais pu le mettre dans mon top parce que sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure et c'est pas la peine. Déjà 20 top, je trouve que ça va faire une vidéo vachement longue, donc sur cette vidéo il y aura pas ceux que j'aurais pu mettre dans mon top. Voilà, et donc il y aura juste mon top, mais ça sera un top 20. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par le 20e, en 20e position. Alors en 20e position, c'est un film, un très très beau film, voilà, avec Whoopi Goldberg. Une actrice que moi personnellement j'adore. Alors on l'a vu bien sûr dans Sister Act, mais dans plein d'autres films, dans Ghost aussi avec Demi Moore et tout ça, et Patrick Swayze. Mais elle a fait tellement de bons films, La Pivoleuse, enfin pas mal de films comme ça, très très bons en général. En général c'est plutôt des comédies parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez marrant. On va dire que c'est le Eddie Murphy féminin un peu. Même si elle a fait des films très très sérieux comme justement celui-là que je vais en parler, et le film c'est La Couleur Pourpre. Voilà, La Couleur Pourpre, faut-il le rappeler que c'est un film de Steven Spielberg? Eh oui, c'est un film de Steven Spielberg. Steven Spielberg ne fait pas que des Jurassic Park et des films dans ce genre-là, il fait aussi des films dans ce genre-là. Et c'est un film que si vous l'avez pas vu, franchement il faut le voir parce que c'est vraiment un film qui a marqué son époque, qui a marqué cette année, et c'est vraiment un très bon film poignant qu'il faut voir absolument. Voilà. Alors La Couleur Pourpre, c'est sorti le 10 septembre 86 en France. C'est un film de 85, mais c'est sorti que le 10 septembre 86. Voilà. Mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est un film magnifique. Maintenant en 19e position. Alors en 19e position, c'est une petite comédie à la française avec Gérard Jugnot. Voilà. Moi, chaque fois qu'elle passe ou que moi-même je la revois, je me fends la gueule parce que c'est pas une super grande comédie, tu vois, avec un budget énorme, mais c'est une bonne comédie. Voilà. Ça s'appelle Scout toujours. Voilà. Scout toujours. Bon, c'est sur la vie des scouts évidemment, mais il leur arrive plein de conneries, plein de vacheries, plein de mésaventures, et franchement c'est vraiment très marrant. Mais bon voilà, Gérard Jugnot qui faisait partie du Splendide, voilà. Et même si maintenant il est vieux, mais à l'époque il faisait encore des bons films, des films comiques, des films en voiture, voilà. Voilà, le Père Noël est une ordure, Les Bronzés, enfin voilà, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement. Pinot, Simple Flic, par exemple aussi, voilà. Non, une bonne petite comédie à la française. Ce film est sorti en France le 27 novembre 85, voilà, dans les salles. Et franchement, c'est un bon petit film à regarder en famille. Si vous l'avez pas vu, je pense que vous passerez un bon moment. Voilà, et si vous l'avez vu, regardez-le à nouveau parce que ça vaut le coup. En 18e position. En 18e position, nous avons un dessin animé. Eh oui, pour une fois, j'ai mis un dessin animé dans mon top. Et c'est pas un Walt Disney. Eh oui, non, tout le monde a pensé peut-être que c'était un Walt Disney. Non, c'est Astérix et la surprise de César. Alors, toute la collection des Astérix en dessin animé, moi, je les ai tous kiffés. Voilà. Mais celui-là, comme il est sorti en 85, il fallait que je le mette, voilà, Astérix et la surprise de César, avec nos deux compères Astérix et Obélix. Personnellement, moi, j'ai toute la collection BD de Astérix et Obélix. Il y a deux BD que moi j'adore, c'est Astérix et Obélix, Tintin, et Lucky Luke. Voilà, c'est ces trois-là que je préfère. Après, j'aime bien aussi Corto Maltese et de Hugo Pratt. Et franchement, voilà, c'est mes dessins animés préférés sans être des mangas ou des Walt Disney.
Voilà, donc Astérix, la Surprise César, un bon moment à passer en famille, pareil, très familial, et on rigole du début à la fin avec, surtout avec Obélix, hein, voilà. En 17e position. Alors, en 17e position, où il est. Ah, 17e position, bon, c'est un classique, hein. C'est Rocky 4. Voilà, Rocky 4, oui, voilà. On attendait tous la suite de Rocky 3, justement, et là, Rocky 4, bon, on a eu la surprise. Surtout quand on a vu avec qui va se frotter un géant de 2 mètres, hein, l'acteur Dolph Lundgren qui fait le rôle donc du russe, encore une fois un russe, et qui fait le rôle de Ivan Drago. Et c'est une montagne, hein, à côté de Stallone, quand ils sont face à face, il y a une différence de taille incroyable. D'ailleurs, pendant le tournage, Dolph Lundgren a pété les côtes de Stallone. Ils ont été obligés d'arrêter le tournage pendant un moment parce que le russe, Dolph Lundgren, qui n'est pas russe, qui est suédois à la base, il a tapé tellement fort qu'il a réussi à péter les côtes de Stallone. C'est incroyable. Oui, donc je disais Dolph Lundgren, un acteur qui est suédois, donc, hein, mais qui fait toujours des rôles de russe. Bon, après, ça lui va bien, voilà. Et c'est grâce à ce film-là, Rocky 4, que Dolph Lundgren va débuter sa carrière, même s'il a fait une petite apparition dans un James Bond, Dangereusement Vôtre, où il apparaît, mais il apparaît 30 secondes, hein, voilà. Vous voyez, il faut vraiment le capter pour savoir que c'est lui. Mais moi, je sais où il est, il a la scène où il est. Donc voilà, Rocky 4, le début de Dolph Lundgren, qui après va enchaîner des films comme Le Punisher, comme Dans les griffes du dragon rouge, enfin plein d'autres films, voilà, où il joue avec le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, voilà, enfin, il va faire que des bons films. Il a fait un film d'ailleurs que moi j'ai vachement aimé, c'est Joshua Tree, titre original, voilà, où il fait le rôle d'un évadé, il conduit une Ferrari au milieu du désert, le désert de Joshua Tree, qui est très 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 bon, mais je le mettrai sûrement, ce film-là, je le mettrai sûrement dans un de mes tops. Voilà, en tout cas, Rocky 4, à voir, à revoir et à revoir. En 16e position, en 16e position, c'est encore un Stallone. Ouais, oui, Stallone, il faisait beaucoup de films à l'époque, et c'est Rambo 2. Alors, bien sûr, il est moins bien que le 1, mais je l'aime bien quand même. Voilà, comme j'ai dit la dernière fois quand j'ai fait Rambo 1, mes préférés, c'est Rambo 1 et Rambo 4. Voilà. Mais le Rambo 2 est quand même bien dans la lignée, dans la suite logique du 1, où tu vois au tout début du film Rambo qui est en prison aux travaux forcés en train de casser des pierres, et puis son colonel Trotman vient le chercher pour une mission d'aller sauver des anciens du Vietnam qui sont encore prisonniers, donc au Vietnam. Voilà, donc c'est la suite logique de Rambo, donc pas plus à dire, hein, voilà, si vous avez pas encore vu ce film, ce qui m'étonnerait, regardez-le, sinon regardez-le. D'ailleurs tous ces films faut les revoir encore, hein, parce que c'est des films qui ne vieillissent pas même avec les années. En 15e position. Alors en 15e position, alors là j'ai La Revanche de Freddy, ou Freddy 2, comme vous voulez, la suite logique des Griffes de la Nuit. Voilà. Donc on retrouve Robert Englund dans le rôle de Freddy, et franchement il est très très bon. La suite est très très bonne. De toute façon, les Freddy, les 3 premiers sont excellents. Voilà, les 3 premiers sont excellents. Après, ça commence un petit peu à se fatiguer, mais les 3 premiers, c'est excellent. Et le 2, pour moi, est vraiment au top. Est vraiment au top. Voilà. Donc, suite logique de Freddy. Si vous avez aimé Les Griffes de la Nuit, c'est tout simplement la suite où t'as une nouvelle famille qui vient d'acheter la maison où il y avait l'autre dans le premier. Et puis évidemment, arrive ce qui arrive, Freddy revient, voilà, dans les cauchemars. En 14e position, j'ai un film que moi j'adore, un film avec et de Clint Eastwood, hein, Clint Eastwood qui pour moi est un des gros dinosaures de Hollywood, avec Al Pacino et De Niro. Je crois que c'est les 3 derniers dinosaures vivants encore qui sont encore là à Hollywood. Donc c'est un film avec Clint Eastwood et de Clint Eastwood à la réalisation, et peut-être même qu'il produit, mais ça je pourrais pas vous dire, mais en tout cas je sais qu'il réalise aussi. C'est tout simplement Pale Rider. Alors Pale Rider, c'est un film de cowboy, hein, un western.
Mais un western complètement différent des westerns qu'on a l'habitude de voir à la John Wayne et les conneries comme ça. C'est avec la patte Clint Eastwood, et c'est juste un film avec des cowboys et pas des Indiens. Moi, j'ai toujours aimé plus les films de cowboys entre cowboys qu'avec des Indiens. Voilà, ça c'était la spécialité de John Wayne. Moi, j'aime pas trop. Voilà. J'aime pas trop parce que tout simplement, on connaît déjà la fin. C'est le blanc sudiste qui nique tous les Indiens, et voilà. Et ça, c'est pas intéressant. Voilà. Donc Pale Rider, voilà, Pale Rider, un film vraiment excellent qui se passe où il arrive dans une communauté où il se fait accepter, mais personne ne sait qu'en fait que lui en fait c'est un curé. Voilà, même s'il a une grosse gabardine de cowboy et tout ça, mais quand il enlève ça et qu'il va manger avec la famille, il a un petit truc là de pasteur ou de curé, voilà. Et c'est là que tu vois qu'en fait tout le monde reste étonné, tout le monde croyait que c'était un truand ou un cow-boy solitaire ou un truc comme ça. Ben non, voilà. Mais il s'est tiré, il s'est quand même tiré, hein. Voilà. Et puis il y a une espèce de riche qui vit dans la ville, hein, qui veut sous-exploiter le personnel qui habite dans le truc, et lui va prendre leur défense. Et il à un moment, comme il n'y arrive pas avec les cowboys qu'il a disponibles, il va faire appel à 5 cowboys, aussi avec des langues gambardines. Et le chef s'appelle, je sais plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai regardé, je crois que c'est le colonel ou un truc comme ça. Évidemment, le colonel se rappelle de lui parce qu'il l'a déjà affronté et il sait ce que Clint Eastwood vaut. Donc non, c'est un film à voir. Je vais pas spoiler plus, mais franchement, si vous n'avez pas vu ce film, il faut absolument le voir parce que il est vraiment, c'est du Clint Eastwood dans son art et il est dans ce qu'il fait de meilleur, c'est-à-dire les westerns. Même si je l'aime dans d'autres films, mais les westerns comme ça, il y a pas mieux que Clint Eastwood. Voilà. On va passer maintenant à la 13e position. À la 13e position, c'est un classique, hein. Je pense que tout le monde a vu ce film. Et ceux qui l'ont pas vu, il faut le voir, c'est les Goonies. Et oui, les Goonies. Attendez. Le Pale Rider est sorti le 14 du 8 85. Voilà. Donc les Goonies, voilà. Les Goonies qui sont sortis le 4 décembre 85. Les Goonies, c'est un classique. C'est un film qu'on a tous vu en étant gamin. Un film où il y a tout, de l'aventure, voilà. C'est vraiment un film aussi familial où tu peux le voir en famille. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès à l'époque où c'est sorti. Donc si vous l'avez pas vu, faut le voir aussi parce que c'est vraiment un excellent film et je l'ai mis en 13e position parce qu'il le mérite. Voilà. En 12e position. Alors en 12e position, c'est aussi un autre classique. Ah, c'est un autre classique. C'est Retour vers le futur. Eh oui, il y a une trilogie et moi j'ai adoré la trilogie. Voilà, Retour vers le futur, film vraiment emblématique de ces années-là. C'est sorti donc le 30 octobre 85 en France et c'est un film qu'on aime voir, revoir. Moi j'ai revu la trilogie il y a pas trop longtemps de ça, il y a à peu près 6 mois en arrière et j'ai adoré le revoir. Avec McFly et compagnie quoi, et puis surtout avec la DeLorean, la voiture qui est une voiture mythique qui donnait beaucoup de problèmes hein, pour ceux qui l'avaient acheté à l'époque parce que c'était une voiture qui se vendait hein, qui avait été fabriquée, qui se vendait, mais c'est une voiture qui vu ce que les mécanos ont dit, c'est une voiture qui donnait énormément de problèmes, question mécanique. Donc c'est une voiture culte par rapport au film et même par rapport à qui l'a fait, tu vois. Mais c'est une voiture qui était pas construite à la va-vite et pas au top, et elle donnait beaucoup de problèmes mécaniques. Voilà. Mais sinon le film, par contre, lui, aucun problème, faut le voir. Des scènes inoubliables, des scènes cultes. Donc il faut revoir donc le premier, en commençant par le premier évidemment. Retour vers le futur. En 11e position. Alors, en 11e position, où il est où le 11e? Ah, en 11e position. Ah oui, en 11e position, un excellent film. Vraiment un film qui, beaucoup, ça se trouve, ne connaissent pas. Qui est passé un petit peu discrètement, comme ça, sans que personne ne le voie. Mais c'est un film, il y a 2 acteurs dedans. Il y a le père de Angelina Jolie et il y a le frère d'une actrice, celle qui jouait dans comment elle s'appelle ce film, dans Pretty Woman. Voilà, je pense que vous savez de qui je parle.
Voilà, c'est le frère et le père. Voilà, le père de Angelina Jolie et le frère de cette actrice qui jouait dans Pretty Woman. Voilà, c'est Runaway Train. Alors Runaway Train, c'est un film exceptionnel parce que déjà au tout début ça se passe dans une prison. Puis en fait c'est un mec qui est maltraité par le directeur. Voilà, le père de Angelina Jolie et qui veut se faire la malle tout simplement. Et à un moment ils réussissent et donc le frère de cette actrice qui joue aussi dans Expendable 1, il fait le rôle du méchant d'ailleurs, s'évade avec lui. Voilà, moi je vais pas trop essayer de spoiler le film. Ils arrivent à s'en aller et ils prennent justement un train qui va leur apporter beaucoup de problèmes parce que c'est un train qui tout simplement qui n'a pas de pilote. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment un exceptionnel train, un exceptionnel film. Franchement, faut le voir. Il faut le voir parce que c'est vraiment du début à la fin, le film te tient par le suspense du film. Franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Runaway Train, c'est sorti le 21 mai 85 en France. Et c'est vraiment un film à voir. Voilà, c'est vraiment un film à voir. En 10e position. En 10e position, c'est un film d'horreur. Oui, ça faisait longtemps déjà que j'avais pas vu des films d'horreur. Mais c'est un film d'horreur tranquille. C'est Vampire, vous avez dit Vampire. Voilà. Avec un scénario hyper bon. Où t'as tout simplement un gamin qui va avec sa mère et à côté il y a une baraque où il y a un nouveau locataire et ce locataire c'est un vampire. Voilà. Alors bien sûr au début quand lui il a la preuve que c'est un vampire, il va tout de suite appeler les flics, il dit qu'il y a eu quelqu'un qui a transporté un cadavre dans un cercueil. Bon, sur le flic évidemment comme il y a des disparitions et des meurtres qui sont pas résolus il va voir et après à un moment il rentre dans la maison d'autre. Vous savez que les vampires ont toujours un mec un aide vampire qui peut supporter la lumière du soleil, tout ça, donc voilà, qui protège le vampire. Et donc ils tombent sur lui parce que le vampire, lui, il est dans son cercueil. Et à un moment, ils vont dans la maison et il dit ouais, il faut aller dans la cave. Et le flic dit mais dans la cave, pourquoi dans la cave? Et l'autre qui protège le vampire dit oui, pourquoi dans la cave? Et puis c'est là qu'il dit parce que c'est un vampire. Et l'autre, le flic, il dit quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est un vampire. Et puis l'autre il commence à rigoler le flic et puis l'autre il fait il se fout de sa gueule tu vois et bien sûr il le croit pas, il dit qu'est-ce que je suis venu perdre mon temps ici je sais pas quoi tout banal je sais pas quoi, le flic il le croit pas il s'en va, voilà. Et puis après évidemment le vampire veut se venger parce que il veut pas discrètement sans que personne sache que c'est un vampire et il va se venger, voilà tout simplement. J'en dis pas plus. Vampire Vampire, il y a des parties comiques et il y a des parties bien sûr un petit peu sanglantes et c'est un film vraiment à regarder à partir de minuit. Voilà, c'est vraiment un film bien flippant, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc Vampire alors il y a eu le 2, il y en a eu que 2 hein. Le 2 un peu moyen parce que dans le 2 c'est la sœur du vampire qui se venge. Voilà, j'en dis pas plus aussi, mais le 2 est quand même bien, on peut le voir, mais le 1 est quand même le mieux. Voilà. Donc voilà. Le 9. Passons à la 9e position. À la 9e position, c'est encore un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur de Dario Argento. C'est Phénoména. Phénoména, c'est vraiment un must de must. Alors ça se passe dans la Suisse. Le film se passe en Suisse. Et la meuf, elle va dans un pensionnat suisse pour étudier, parce que son père, il est très riche, c'est un acteur de cinéma, machin tout, il a la thune. Et voilà. Sauf que elle est bizarre parce qu'elle a un pouvoir. Elle contrôle les insectes. Voilà, n'importe quel insecte, les mouches, les guêpes, tout ce qui est insecte, tu vois, même ceux qui marchent, qui volent pas, tu vois, tout ce qui est insecte, la meuf, elle le contrôle. Et évidemment, elle se fait un petit peu allumer par les autres élèves, tout ça. Et puis à un moment, bien sûr, elle fait appel, parce qu'il y a une méchante dans le film, elle fait appel à l'aide des insectes, et puis là, les insectes la protègent, quoi, tu vois. Donc, j'en dis pas plus. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film. C'est sorti le 12 juin 85 en France. Et film de Dario Argento, donc c'est du pain béni pour les gens qui aiment les films d'horreur. Vous allez être servi du début à la fin. Et moi j'ai adoré ce film. Voilà, j'ai adoré ce film. Voilà. En 8e position, un chef-d'œuvre du cinéma, un film très peu connu. Certains peut-être le connaissent. C'est Enemy Mine. Enemy Mine. Alors ça c'est un chef-d'œuvre.
Pour moi, en tout cas, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce que c'est la rencontre d'un extraterrestre avec un humain qui se détestent, qui se font la guerre, et ils tombent, ils se scratchent autant l'un que l'autre sur la même planète. Et à un moment, ils se rencontrent, et ils sont obligés de vivre et comment dire, de se supporter pour survivre, parce que la planète où ils sont, il y a des bestioles qui veulent les bouffer, tout ça. Donc, ils sont obligés de s'entraider tous les deux pour pouvoir survivre. Voilà. Et mais c'est surtout l'humain qui déteste vraiment énormément l'extraterrestre, parce que l'extraterrestre c'est le premier à essayer de faire la paix, et l'humain au début il veut pas faire la paix. Mais bon, après voilà, ça s'améliore. Il apprend même à parler le langage de l'extraterrestre, et quand il est recueilli, à un moment il est recueilli, il est dans un caisson chez les humains donc, et il est en train de, bon, il est à moitié endormi, en train de rêver ou de cauchemarder, et en même temps il parle la langue de l'extraterrestre. Et les humains qui sont là disent, mais il parle la langue extraterrestre, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Voilà. C'est vraiment un film qui te donne une leçon en fait. Parce qu'en fait, ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est son pire ennemi, l'extraterrestre, et à la fin, c'est son meilleur ami. D'ailleurs, il protège son fils, les fils de l'extraterrestre, pour les attaques, à cause des attaques de certains humains peu scrupuleux qui prennent les stress pour les rendre en esclaves pour faire leurs travaux dans les mines et tout ça, tu vois. Et donc et même l'humain à un moment il est connu, tu vois. Donc voilà, ça te donne une leçon de morale, parce que ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Voilà. En tout cas, regardez ce film car il est vraiment c'est une merveille. 5 mars 86. Il est de 85, mais il est sorti le 5 mars 86 en France. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, parce que c'est une pépite. En 7e position. En 7e position, c'est encore un film d'horreur. Et celui-là, c'est un gore. Hein. Celui-là, il y a du sang. Hein. Il y a du sang, il y a des cervelles, il y a des tripes, tout ça. Mais c'est en même temps, tu as des scènes comiques. C'est Reanimator. Première fois que j'ai vu ce film, j'avais été le voir au cinéma. Pareil, encore une fois, dans ce fameux cinéma de la Grande Taverne à Dijon. Il passait beaucoup de films d'horreur dans ce cinéma, d'ailleurs. Reanimator, c'est si tu veux passer un moment avec des trucs bien crades, bien trucs, tu vois, bien avec une bonne histoire par contre. Hein. En fait, l'histoire c'est un mec qui a inventé un sérum pour réanimer les morts. En fait, il a réussi à combattre la mort. Donc le mec est mort. Par contre, il faut être mort fraîchement. Hein. Voilà, si t'es mort il y a 30 ans, ça marche pas. Faut être mort dans les 5-10 minutes qui suivent la mort, tu vois. Et il injecte derrière le cou un sérum vert fluo qui réanime les morts. Par contre, les effets secondaires sont très dangereux et très lamentables. Voilà, j'en dis pas plus. Ce film est sorti le 12 mars 85 en France. Et pareil, si vous voulez vraiment voir un bon film d'horreur, regardez Reanimator parce que il vaut vraiment le coup. Maintenant, en 6e position. En 6e position, c'est encore un film d'horreur. Eh oui, à l'époque, il faisait des excellents films d'horreur. Et c'est tout simplement un film de Lamberto Bava. C'est Démon. Alors Démon, il y en a eu deux aussi, hein, Démon 1, Démon 2. Le 2 se passe dans une salle de sport, les mecs de la musculation, les meufs fitness, machin tout. Il est bien, mais il est moins bien que le premier. Le premier se passe dans une salle de cinéma, et ce qui se passe en fait dans le film que les gens vont voir va se passer dans la salle de cinéma. Voilà, il y a un masque en fer que si tu le mets, tu deviens un démon. Et puis il y a une connasse, une prostituée qui est avec son Mac, enfin il y a sont deux prostituées avec leur Mac. Une d'elles, évidemment, joue la conne. Elle prend le masque, elle met, regardez, je suis possédé, ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'elle dit. Et puis à un moment, quand elle l'enlève, le truc la coupe là, le masque. Et de là va jaillir une bulle pleine de pu, et c'est de là qu'elle va devenir un démon, et après elle va contaminer tout le monde. Voilà, et après la salle va être que des démons, et évidemment, il y en a qui essaient de résister, évidemment. Alors c'est un film de Lamberto Bava, comme j'ai dit. Lamberto Bava, c'était un réalisateur italien de films d'horreur avec comme Dario Argento, George Romero, Lucio Fulci. À l'époque, les Italiens étaient hyper forts en films d'horreur. Je l'ai déjà dit, je le répète, vraiment hyper forts. C'était les meilleurs que les Américains. Ça, tu peux pas faire meilleur que ça. Voilà. Donc Démon, voilà. Donc c'est sorti le 1er octobre 86. C'est un film de 85, mais c'est sorti le 1er octobre 86 en France. Et pareil, il faut le voir. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Et en plus, la BO du film, c'est du hard rock. C'est un groupe allemand qui s'appelle Accept. Et le nom de la chanson d'ailleurs qui passe dans le cinéma, quand ils sont dans le cinéma, c'est c'est Joe Requin. Vraiment, c'est excellent. Rien que pour la BO aussi, c'est excellent. Voilà. En tout cas, regardez-le. Il vaut vraiment le déplacement.
En cinquième position. Alors en cinquième position, attendez, je change parce qu'il y en a tellement. Cinquième position. Où il est, cinquième position? Attends, je l'ai perdu là. Je me suis perdu dans la liste. Cinquième position. Cinquième position, ça y est, cinquième position, c'est un classique. Eh ben, tout simplement, c'est Invasion USA avec Chuck Norris. Eh oui, encore, Chuck Norris. J'adore Chuck Norris. Voilà, à l'époque, il faisait énormément, j'ai déjà dit, c'était à l'époque, lui, qui faisait des films d'action, hein, bien avant les Stallone et les Steven Seagal et les Van Damme et les Jason Statham et les Scott Adkins et tout ça, tous ces gars de films d'action, c'était Chuck Norris. Et c'est grâce à Bruce Lee que Chuck Norris a été populaire et il a commencé à faire des films. Certains étaient pas terribles, mais il y en a d'autres qui étaient au top. Donc, dont celui-là, Invasion USA. Alors, c'est sorti le 31 octobre 86 en France. C'est un film de 85, mais c'est sorti en 86. Et c'est du Chuck Norris dans l'art. Voilà, c'est une invasion russe par la plage avec des tanks, avec des je sais pas quoi, tu vois. Et ils veulent tuer que des Américains. En fait, c'est une espèce de terroristes russes qui viennent. Et évidemment, Chuck Norris va sauver le monde et va faire le ménage. Hein, voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment un excellent film. Voilà, donc il faut vraiment voir parce que des fois on oublie que Chuck Norris a été vraiment un très bon acteur. Même si maintenant il fait plus de films, il apparaît dans Expendables 2, mais il est très vieux maintenant, voilà, donc il fait malheureusement plus de films. Mais bon, celui-là, il faut le voir, absolument. En quatrième position, alors en quatrième position, il y a qui en quatrième position? Ah oui, encore un film d'horreur. Eh oui, je sais, mais je vous l'avais dit, à l'époque, il faisait énormément de films d'horreur excellents. Et c'est un film de George Romero, j'en parlais tout à l'heure, voilà, c'est Le Jour des Morts Vivants. Le Jour des Morts Vivants, c'est la suite justement logique de La Nuit des Morts Vivants et du film Zombie qu'il a fait aussi dans le supermarché. Celui-là, je l'ai pas encore mis parce que il vient d'une autre année, donc je le mettrai quand je ferai cette année-là. Mais c'est la suite logique de ces deux films-là, Le Jour des Morts Vivants, qui est sorti le 10 décembre 85 en France, et c'est un film de George Romero. Et tout ce qui est estampé George Romero, c'est du top gamme, 5 étoiles au guide Michelin, et celui-là, c'est vraiment, moi j'adore, je vais pas spoiler le film, ça se passe juste dans une base militaire souterraine, et de temps en temps, ils reviennent à la surface avec un hélicoptère pour voir s'il y a des survivants, voilà, j'en dis pas plus, le film est vraiment, l'histoire est bien, les effets spéciaux gore, qui étaient faits à l'ancienne, qui ont été faits par le meilleur truqueur de films d'horreur, il était pratiquement sur tous les films d'horreur, c'est Tom Savini. Tom Savini, c'est lui qui faisait les effets spéciaux, les tripes, les machins, tout ça, c'était lui. Et avec de la vraie hémoglobine, des vraies tripes, peut-être de porc, je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment bien fait. Beaucoup mieux fait que maintenant avec les ordinateurs. À l'époque, c'était vraiment plus dégueulasse, plus difficile à regarder, parce que c'était vraiment sanguinolent en vrai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Le Jour des Morts Vivants à regarder absolument. Film donc sorti le 10 décembre 85 en France. En troisième position. Alors, en troisième position, attendez, parce que là, je suis un petit peu perdu. En troisième position... bah oui. En troisième position, encore un film d'horreur, et c'est encore un film de mort-vivant. Mais cette fois-ci, c'est un film de mort-vivant pour rigoler en même temps. C'est Le Retour de mort-vivant. Et ça, c'est un film complet. Parce qu'il y a de l'horreur, du gore, et de la comédie. En fait, tu vois, ce film-là, faut pas le prendre au sérieux. Parce que tu rigoles du début à la fin. Hein, d'ailleurs, ce film se parle des autres films sérieux de mort-vivant. Et d'ailleurs, il y a une scène où il dit mais le film il a menti alors. Et puis tout le long du film, t'as des morts-vivants qui surtout un qui est dans la cave dans un conteneur qui est tout gluant, qui dit cerveau. Franchement, mais tout le film, tu t'es mort de rire. Ah, il y a des punks, il y a le mec de truc. Oh non, franchement, c'est un film franchement très marrant. C'est sorti le 15 mai 85 en France. Et c'est un film, ça se passe à la côte est, la côte ouest. D'ailleurs, ils le disent vraiment, tu vois. Et puis quand, en fait, l'histoire c'est deux mecs qui qui travaillent dans un truc, dans une entreprise où il y a plein de trucs stockés, des squelettes, des chiens coupés en deux pour faire des autopsies pour les vétérinaires. Enfin, il y a plein de trucs comme ça bizarres, macabres. Et puis dedans, dans le congèle, ou plutôt dans le congèle, comme dans les bouchers, tu vois, t'as un mort-vivant qui est accroché. Et l'autre, le petit jeune qui est en formation, là, qui dit,
il est vraiment mort et tout. Je dis, ouais, il est vraiment mort, machin et tout. Je dis, ouais, voilà, bon. Voilà. Et puis, à un moment, ils vont dans le sous-sol, parce que l'autre, il dit, tu te rappelles la nuit des morts vivants? Il dit, ouais, je me rappelle, l'histoire est vraie. Je dis, oh, c'est pas vrai, l'histoire est vraie, c'est pas possible. Non, non, il est mort, ils sont dans la cave, dans des containers. Non, tu rigoles, tu te fous de ma gueule et tout. Je dis, non, non, tu veux les voir? Il dit, ouais, je vais les voir. Et puis ils vont les voir. Sauf que les containers sont là depuis tellement longtemps il y en a un qui a une fuite, une petite fuite. Il dit, ah, regarde, il y a une petite fuite celui-là. Puis l'autre, il dit, celui-là qui est en train de former le gamin, il fait, une fuite, mais non, c'est solide comme du rock, ça. Puis il tape dedans, puis là, il y a un gaz qui sort. Eux, ils tombent, tout ça, ils tombent. Et puis le mort-vivant s'évade, et c'est là que tout commence. Parce qu'après, ils veulent, après le mort-vivant qui est dans le congèle, là, il est vivant, il faut qu'il le découpe et qu'il le brûle. Mais quand il le brûle, ça fait une fumée acide et ça réveille les morts du cimetière. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais tout le long, tu rigoles. Tout le long, tu rigoles. Voilà. Surtout avec le mec, l'embaumeur, là. Ah, lui, il est marrant, lui. Alors, lui, il est marrant. Même à un moment, il dit, prend le téléphone, puis il dit, l'autre fait, qu'est-ce qui se passe? Il est mort aussi. Il parle du téléphone. Hein. Non, franchement, tout le long, puis t'as la scène, surtout la scène que moi j'adore, quand t'as les morts-vivants qui bouffent deux ambulanciers et qui disent, l'autre il fait, hey, l'ambulance, je sais pas quoi, est-ce que vous m'écoutez? Puis l'autre il prend le mort-vivant, il prend le truc, il fait, envoyez encore des médecins. Non, je suis sûr, tout le monde, tu rigoles. C'est vraiment un film à voir absolument. Je l'ai mis en troisième position parce qu'il est vraiment, il mérite la troisième position. Vraiment, c'est terrible ce film. En deuxième position, c'est qu'il est. Ah, voilà. En deuxième position, c'est tout simplement un film avec Arnold Schwarzenegger et c'est mon t-shirt, c'est Commando. Voilà, Commando, un film qui à la base avait été fait pour un peu se foutre de la gueule de Rambo, hein. Mais en même temps, c'est un film sérieux. Il y a des parties comiques. Il y a l'actrice Ray Dong-chong que j'adore. J'en avais parlé sur une autre vidéo et franchement c'est vraiment splendide ce film parce que t'as de l'action, t'as de la comédie, voilà c'est du Arnold, voilà c'est du Arnold tout craché, voilà et c'est un bon film à regarder où c'est en famille moi j'ai adoré ce film. Franchement, Commando, c'est un film culte, hein, attention, c'est un film culte. Hein. Et c'est sorti le 5 février 85 en France. Et c'est devenu un film culte parce que tout le monde a aimé ce film, tout le monde, voilà, c'est juste après Terminator, le 1, il a fait ça, voilà. Donc, non, là, il était lancé. La carrière de Arnold Schwarzenegger était complètement lancée. Voilà. Et enfin, en première position. Alors, en première position, j'ai voulu mettre ce film en première position. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est Dangereusement Vôtre avec Roger Moore. C'est un James Bond. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le dernier James Bond avec Roger Moore. Et il est excellent. Excellent. Et il y a Grace Jones dedans, pour ceux qui savent qui c'est Grace Jones. Voilà. Chanteuse, actrice, enfin, elle avait plusieurs casquettes. C'est sorti le 11 septembre 85 en France. Et c'est malheureusement le dernier James Bond que Roger Moore a fait. Oui, parce qu'après, il commençait à être vieux pour continuer le rôle de James Bond. Et après, il y a eu Timothy Dalton qui en a fait que 2 d'ailleurs, heureusement, qui était pas terrible. Les James Bond étaient bien, c'est l'acteur que j'aimais pas, moi. Voilà. Et celui-là, c'est le dernier Roger Moore. Et un petit peu triste. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier, parce que ça reste un James Bond exceptionnel. Voilà, il mérite sa première place. Parce que voilà, c'est les James Bond comme de Ian Fleming, hein, faut-il le rappeler, hein, c'est lui qui a inventé James Bond. C'est un James Bond dans l'art du James Bond, et surtout avec la classe de Roger Moore, qui pour moi est un acteur fantastique. Il n'a pas fait que ça, mais dans les James Bond, pour moi, il était le meilleur James Bond. Voilà, meilleur que Sean Connery, meilleur que tous les autres. Pour moi, c'est le meilleur James Bond, et c'est pour ça que je l'ai mis en première position. Donc, si vous l'avez pas encore vu celui-là, regardez-le, parce que de toute façon, tous les films, tous les James Bond avec Roger Moore, moi je les kiffe. Tous. Il y en a pas un qui est pas bon pour moi. Voilà. Et celui-là, il est vraiment excellent parce que c'est le dernier. D'ailleurs, il se passe à Paris. Il y a une scène qui se passe à Paris sur la Tour Eiffel. Voilà. Avec Grace Jones, justement. Il poursuit Grace Jones. Et à un moment, il y a une cascade avec une voiture qui se coupe en deux, qui saute d'un bus à l'autre. Enfin, il y a des cascades super bien réussies. Et donc, voilà, un film vraiment à voir absolument. Parce que c'est le dernier James Bond de Roger Moore. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. J'espère que mon top 20 vous a plu. Voilà, la vidéo a duré 34 minutes, ça va, ça a été correct. J'aurais pensé qu'elle aurait duré plus longtemps, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez aimé donc ce top 20 de l'année 1985. Je préparerai l'année 86 dès que je peux. Mais en attendant,
Et en attendant, je vous laisse et continuer à être cinéphile, aller au cinéma, voir des bons films, même si ça devient un petit peu rare de voir des bons films maintenant, mais il y a encore quand même quelques-uns de très bons qui méritent d'aller au cinéma. Voilà, je vous laisse et comme dirait mon ami Arnold, Je reviendrai.